Anthologie étrangère. Ce soir, Plaute, une émission composée par Jean Debert et réalisée par Georges Gravier, avec le concours par ordre d'entrée en onde de Pierre Mira, Raymond Jourdan, Daniel Voll, Dominique Laporte, Germaine Kerjean, Micheline Boudet, Janine Patrick, Jean-Laurent Cochet, Henri Poirier, Jean-Marie Ferté, Édith Loria, Pierre Bertin, Chantal Darget, Louis Seigné, Clément Béram. Assistante de production, Michel Thierry. L'éditeur français de Plaute, citant le témoignage de Festus, déclare avec tranquillité « Seul dans ce texte, le témoignage sur le lieu de la naissance est à retenir. La date de la mort est fausse, comme on va voir, et le reste est légendaire. » On est ému de tant d'assurance critique. Tout est faux, sauf ce qu'on a envie de retenir. Pourquoi ne pas dire tout simplement « on ne sait rien » ? Plutôt si on sait une chose, c'est que le pseudolus a été créé en 191 avant Jésus-Christ et qu'à cette époque, Plaute n'était plus jeune. Encore ce dernier point n'est-il connu que par une source tardive. Et comme les 21 comédies de Plaute qui nous restent nous sont parvenues dans un classement alphabétique, nous n'avons aucune chance de débusquer un indice quelconque pour nous orienter. Voilà ce qu'on sait. Plaute vivait plus de 200 ans avant Jésus-Christ. Si vous voulez vous y retrouver un peu, situez Plaute pendant les guerres puniques. Il devait être encore très jeune quand Hamilcar Barca a débarqué en Sicile, et sa carrière d'auteur se déroule pendant la deuxième guerre punique, dans la période redoutable et glorieuse où les légions romaines, après les défaites du lac Trasimène et de Cannes, après la défection de Capoue, ont repris le dessus et battu Hannibal à Zama. Je rappelle tout cela d'un mot parce qu'il me paraît plus important de voir dans quel monde Plaute a vécu et prospéré que d'ergoter sur des virgules qui n'apprennent rien et sur des dates qui, au fond, nous sont indifférentes. Plaute a fait jouer ses pièces en un temps où Rome avait besoin de distraction et où les angoisses de la guerre extérieure et les efforts de la cité répandaient une lourde inquiétude que beaucoup d'entre nous ont connue et peut-être connaissent encore. Bien entendu, aucune allusion à tout cela dans le théâtre de Plaute. Il met en scène résolument les personnages traditionnels de la nouvelle comédie grecque. En comparant les dates, vous verrez que moins d'un siècle sépare Ménandre, le génie de l'Athènes finissante, de Plaute, le premier génie connu de la littérature latine. J'entends premier dans l'ordre du temps, car, comme après lui il n'y a plus rien eu, on ne peut guère lui assigner de rang. Terence n'a vraiment été qu'un pâle imitateur des Grecs avec moins de verve et moins de couleurs. Il a pu faire illusion tant qu'on ne connaissait aucun modèle grec. Maintenant que Ménandre nous a livré son secret, on mesure l'appauvrissement dont Terence est responsable et on comprend mieux le jugement sévère de César qui le jugeait froid et sentencieux. Si bien qu'au fond, Plaute est à la fois le premier et le seul à représenter la comédie proprement romaine. Car la même comparaison avec Ménandre, qui nous fait saisir la pauvreté de Terence, remonte du même coup Plaute dans notre estime et notre admiration, en montrant de combien il s'est éloigné des modèles dont il était parti. On ne trouve dans Plaute ni la distinction, ni la profondeur, ni la gaieté de bonne aloi qui sont le charme propre de Ménandre. C'est plutôt à la truculence d'Aristophane qu'il ferait penser. Mais les comédies d'Aristophane, comme vous savez, sont des pièces d'actualité, elles n'ont pas eu d'imitateurs. Somme toute, ils ont été l'un et l'autre uniques en leur genre. Est-ce un mérite? Est-ce une faiblesse? Une chose est sûre, et c'est elle qui justifie notre soirée d'aujourd'hui, comme elle justifie l'énorme réputation de Plaute, son comique est un comique à nous. Sa façon d'être drôle est une façon qu'il nous est facile de reconnaître parce qu'elle est la même que la nôtre, et cela est bien plus important qu'une biographie plus ou moins fantaisiste. La tournure d'esprit dont procède notre comédie, c'est celle de Plaute, plus que celle de Ménandre. Molière, sans s'en douter, puisqu'il ignorait tout de Ménandre, a cherché une grande comédie dans le même sens que lui, mais le Molière du malade, du bourgeois ou de Scapin, c'est Plaute. Vous allez en juger tout de suite par cette scène entre deux esclaves, Léonide et Liban. Ils ont le même maître et cherchent l'un et l'autre, en bons valets de comédie, à aider leur jeune maître dans ses coupables amours. La scène est tirée de l'Asinaria. Je donnerai ma liberté pour rencontrer le Liban. Je ne donne pas cher de sa liberté dans ce cas-là. Restons encore dans l'ombre un petit peu pour voir ce qu'il veut. Il parle tout seul, comme moi d'ailleurs. 200 coups de bâton je donne, avec leurs petits s'ils en font. Je ne peux pas mieux dire. Il hypothèque son avenir, ce jeune homme. La fortune qu'il amasse sur son dos ne le fera pas vivre vieux. S'il la laisse filer ce coup-ci, mon jeune maître, il ne la rattrapera jamais, même s'il la poursuivait avec un char à 4 chevaux, même blanc.
Ah, Liban, n'abandonne pas ton maître en pleine action, ne donne pas d'armes à l'ennemi. À nous deux, nous faisons à nos deux maîtres, au père et au fils, un cadeau si somptueux que je les vois attachés à nous par une gratitude éternelle. Attachés? Je n'aime pas ce mot-là. Eux, attachés à nous? Je verrais plutôt nous, attachés à eux, et par d'autres liens que ceux de la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il a donc fabriqué? Cela ne me dit rien de bon. Il va de ma vie que je trouve Liban pas plus tard que tout de suite, où qu'il soit. Il cherche quelqu'un pour partager ses coups de bâton. Je ne suis pas son homme. Je n'aime pas les gens qui suent et qui tremblent en même temps. C'est mauvais signe. Mais s'il n'est pas ici, ce n'est pas en restant sur place que je le trouverai. Je suis là à parler tout seul, je ferais mieux de courir. Il n'est pas gentil pour sa langue. C'est pourtant elle qui l'a, combien de fois, sauvé du gibet. Une langue qui ment comme elle, c'est mieux qu'une belle femme. Allons mettre tout à l'abri. Qu'est-ce qu'il cache là? Et de quoi parle-t-il? Oh, je vais en avoir le cœur net. De tout cœur et à haute voix, Léonide, je te salue. Ah, te voilà, tête à claque. Qu'est-ce que tu deviens, gibier de prison? On n'a plus voulu de toi au bagne. C'est toi qui leur manque. Depuis qu'ils ont perdu tes fesses, ils n'ont plus de plaisir à donner le fouet. Dis donc, combien tu pèses à poil? J'en sais foutre rien. Oh, ça ne m'étonne pas. Moi, je le sais. À poil et ficelé pendu par les pieds, tu dois faire 100 livres. Ah? Comment tu sais ça, toi? Je vais te le dire. Tu es pendu par les pieds à un bout de la perche, à l'autre bout un poids de 100 livres. Oui. On te replie bien soigneusement en ramenant tes mains à hauteur de tes pieds. Tu sais ce que tu pèses? Juste le poids de ta crapulerie. Va te faire pendre. C'est la fin naturelle de ta condition comme de la mienne. Bon, ça va comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je peux te faire confiance? Vas-y. Si tu as envie de servir les amours du fils du patron, j'ai une occasion. C'est pas du tout cuit, je te préviens. Si on ne réussit pas, c'est le bourreau qui criera grâce à force de nous taper dessus. À nous d'être les plus malins et les plus gonflés. Mais si on gagne, tout le monde dira avec admiration: ah, il n'y a pas de supplice pour payer ça. Il n'y en a pas. Je me disais aussi depuis quelque temps, les épaules me grattent. Il y a quelque chose dans l'air qui m'annonce une tripotée. Enfin, bref, à la vie, à la mort, dis-moi ce que c'est. Ah, l'aubaine est à la mesure du châtiment. Si on passe au travers, on sera passé au travers de quelque chose. Je n'ai peur de rien, j'ai bon dos. Tu ne trouveras pas mieux. Si tu tiens, nous avons gagné. Tenir! À un denier le coup de bâton, je vide le trésor public. Tu ne trouveras nulle part un dos comme le mien, capable de tout supporter, de tout nier, de mentir comme personne et de porter tous les faux serments de la terre. Voilà le vrai courage. Celui qui supporte le malheur sans trembler finit toujours par trouver la chance. Allez, dépêche-toi, je brûle de mériter mon premier coup de bâton. Vous le voyez, nous sommes dans un comique de mots. Dans la farce à l'italienne telle que Molière va la recueillir, il s'agit ici d'arracher, d'obtenir la douce Philénie pour le jeune Argirippe qui est amoureux d'elle. Philénie n'est pas une jeune fille au sens où nous l'entendons, et il est au fond très difficile de nous représenter les mœurs de l'époque. Le texte porte Philenia Meretrix, et si vous vous reportez au dictionnaire, vous trouverez Meretrix courtisane, et tout est dit. En réalité, on n'a rien dit du tout, pour la bonne raison que le terme de courtisane ne recouvre aucune réalité à notre mesure. Sans avoir l'envol des grandes hétaïres du siècle de Périclès, les courtisanes de Rome se distinguaient nettement des filles publiques. Arrêtons-nous un instant à Philénie. Puisqu'un jeune homme de bonne famille l'aime et veut l'épouser, c'est qu'elle n'est pas méprisable. Le mot de courtisane, vous disais-je, ne représente rien. C'est qu'en vérité, il n'a pas de sens. Le courtisan est une personne qui appartient à une cour royale ou princière, et il ne s'y attache aucune qualification péjorative. Pourquoi une courtisane prend-elle un sens différent? Méretrix signifie exactement qui fait commerce de soi-même, qui se loue, qui se donne à bail. Vous me direz, où est la différence? Elle est très sensible dans le monde ancien. C'est en cela que le théâtre de Plaute est précieux, plus que celui de Terence, en ce qu'il est plus authentiquement romain. Il nous fait assister à la vie quotidienne de la Rome républicaine. Dans quelle mesure ces comédies sont réalistes, nous ne le savons pas, mais les institutions sur lesquelles elles reposent sont, elles, facilement reconnaissables. La Méretrix Philénie n'est pas une fille publique. Il s'agit en réalité d'une situation assez hybride qui tenait au caractère rigoureux de la citoyenneté. On ne devenait pas citoyen facilement à cette période de l'histoire, quand on n'était pas né romain.
À côté des citoyens et des esclaves vivait une foule d'étrangers sans statut fixe et sans droits civiques. Et en dehors des prostituées, qui se reconnaissaient parce qu'elles faisaient leur accolage dans la rue même, on rencontrait une quantité de femmes sans fortune qui vivaient comme elles pouvaient, plus en femmes entretenues qu'en prostituées, car ce qu'elles cherchaient souvent, c'est le mari. C'étaient des étrangères ou des affranchis qui essayaient de se faire une position sociale. Dès l'instant où la chasteté n'est pas une vertu protégée par la loi, cet usage de soi-même est, pour ainsi dire, le seul qui soit possible à quelqu'un qui n'a ni capitaux ni profession. D'ailleurs, vous allez assister à une scène où, précisément, deux mérétrices se parlent, en présence et sous l'œil vigilant de la Léna. Il faudrait traduire maquerelle, l'entremetteuse, mais c'est sans doute trop le plus souvent, car c'était quelquefois la mère elle-même qui se chargeait du soin de placer sa fille. Écoutons le début de la comédie qui s'appelle La Cassette. La jeune Sélénie sort de chez elle, accompagnée de sa Léna, et rencontre son amie Gymnasie. Tu sais comme je t'aime, Gymnasie, et je sais que tu m'es attachée. Ta mère aussi a toujours été gentille avec moi, mais jamais vous ne me l'avez montré comme aujourd'hui. Je serais ta sœur que vous ne pourriez faire davantage. Vous avez tout abandonné pour me tenir compagnie. Je ne sais pas comment vous remercier. Mon Dieu, Sélénie, cela ne nous coûte pas beaucoup, va. Et ton dîner était si bon que c'est encore nous qui te serons redevables. Je l'ai fait avec plaisir. Et je ferai toujours avec plaisir ce que je saurai vous être agréable à toutes les deux. Un petit tableau de mœurs familières, comme vous voyez, mais la Léna vient mettre son grain de sel et orienter la conversation sur d'autres voies. Comme disait un marin qui avait traversé la mer, toutes voiles ouvertes sur des eaux calmes, je me réjouis du bon vent qui nous a jetés ici. Tout m'a plu chez toi, sauf le service. Qu'est-ce que tu veux dire? On donnait trop peu à boire et il y avait de l'eau dans le vin. Ce ne sont pas des choses à dire, maman. Si c'est vrai, il faut le dire. Sommes-nous des étrangères ici? Mais voyons, vous m'êtes si proche que c'est comme si vous étiez chez vous. Ma chère Sélénie, dans notre milieu, l'entraide et l'amitié sont indispensables, autant que chez les matrones. Venons voir chez les riches comment elles s'entendent entre elles. Contre nous, bien entendu. Déjà, en faisant la même chose qu'elles, nous avons du mal à avoir la paix. Oh, elles tiennent beaucoup, ces dames, à ce que nous ayons besoin d'elles, à ce que nous ne puissions rien faire sans elles, à ce que nous passions notre vie à leurs pieds. Moi, je ne peux pas vivre avec ces gens-là. Oh, par devant, elles vous disent des douceurs. À peine vous êtes partis qu'elles vous retournent un seau d'eau froide sur la tête. Elles racontent à tout le monde que nous leur prenons leur mari, que nous sommes leurs rivales, et elles en profitent naturellement pour nous débiner. Que veux-tu? Depuis que nous sommes affranchis, ta mère et moi, il a bien fallu que nous vivions de quelque chose. Et nous nous sommes loués à qui voulait, pour pouvoir élever nos enfants. Il n'y avait personne pour le faire à notre place, étant donné qu'on ne connaît pas plus ton père que celui de Gymnasie. Vous êtes des enfants du hasard. Et si j'ai fait faire la même chose à ma fille, ce n'est pas pour l'empêcher de me mépriser, non, c'est simplement pour manger. Mais est-ce que vous n'auriez pas obtenu le même résultat si vous l'aviez mariée? La marier? Mais je la marie tous les jours. Chaque fois qu'elle rencontre un homme, je la marie. Aujourd'hui encore, je l'ai mariée, et cette nuit, elle se mariera une autre fois. Je ne l'ai jamais laissée veuve un soir dans son lit. Qu'un seul jour elle ne se marie pas et c'est la famine. C'est pas vrai, fillette? Tes volontés sont des ordres, maman. Si tu penses ce que tu dis, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Non, écoute-moi et tu te conserveras belle et riche sans avoir besoin de moi. Fasse le ciel. Oh, si tu n'y mets pas du tien, le ciel ne fera pas grand-chose. Mais j'y mets du mien. Mais avec tout cela, on t'oublie, ma Sélénie, mes beaux yeux. Qu'est-ce que tu as? Je ne t'ai jamais vu un air si triste. Tu ne t'es pas faite belle comme tu fais d'habitude. Regarde, maman. Comme elle a l'air pâle tout à coup. Oui. Tu vas tout me dire, ce que tu as et ce qu'on peut faire pour toi. Oh, tu ne vas pas pleurer. Je vais pleurer et ça va abîmer tout mon maquillage. Je suis malheureux, Gymnasie, et j'ai mal. Mon cœur est malade, mes yeux sont malades. Je suis malade de partout. Que veux-tu que je te dise? C'est ma bêtise qui me met dans cet état. On laisse la bêtise où elle est et n'y pense plus. Oh, c'est facile à dire. Ne le dis à personne, mets ça au fond de ton cœur et un autre homme par-dessus. Mais c'est mon cœur qui a du chagrin. Qu'est-ce que tu me chantes avec ton cœur? Tu as un cœur, toi? Où as-tu pris ça? Si j'en ai un, je ne l'ai jamais senti. Demande aux hommes. Ils te diront tous que les femmes n'en ont pas. Je ne sais pas comment cela s'appelle, mais je sais que c'est un endroit qui me fait mal. Si ce n'est pas le cœur, j'ai mal tout de même. Pauvre fille, elle est amoureuse. Te voilà bien partie. Tu trouves que c'est tellement désagréable d'être amoureuse? Oh mon Dieu, oui.
L'amour est aussi riche en fiel qu'en miel. Ce qui est bon, on a à peine le temps d'y goûter. Mais ce qui est amer, on en a jusque-là. C'est tout justement ce que je souffre. L'amour est traître. Oh oui, et il m'abreuve de trahison. Si tu le sais, guéris-toi. S'il était là, le médecin de mon cœur, je serais vite guérie. Il n'y a qu'à le faire venir. Tu ne comprends pas mon impatience. Il n'y a qu'à le faire venir, bien sûr. Mais pourquoi n'est-il pas déjà là, puisque je le désire? Mais c'est ma faute si j'ai mal. Je suis sotte. Je n'aime que lui. Je n'ai envie que de lui. Je voudrais passer ma vie avec lui. Oh, alors non, ce sont des idées de femme du monde, ça, ma petite Sélénie. Ce ne sont pas des rêves pour toi. N'aimer qu'un homme et passer sa vie avec lui, où vas-tu prendre ces idées de luxe? Une fille comme toi et une ville fortifiée, c'est pareil. Elle ne peut rester libre s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui l'occupent. Voici ce que je voudrais que vous fassiez. Oui. J'ai très bien compris ce que tu m'as expliqué, Léna, mais je ne peux pas. Oh. Je l'ai dit à maman, je ne suis pas faite pour changer d'homme tous les jours. Et elle accepte que je vive avec l'homme que j'aime. Oh, elle est folle, ta mère. Mais dis-moi, tu n'as jamais couché avec un homme? Si, avec Alcessi Marc. C'est tout? En dehors de lui, personne ne m'a eu. Oh, et comment est-ce qu'il a fait pour y arriver, celui-là? Ma mère m'avait emmenée à la procession des Dionysies. Au moment où je rentre à la maison, il me suit discrètement jusqu'à la porte. Là, il se présente à ma mère et il lui fait des cadeaux. On s'habitue à lui, maman le trouve gentil. Moi aussi. Oh, c'est pas à moi qu'on en donnerait des hommes pareils. Je le presserais comme une éponge. Ah, tu dis ça. Plus je le connaissais, plus il me plaisait. À la fin, je me suis aperçue que je l'aimais. Et je crois qu'il m'aime aussi. Oh, ma pauvre Sélénie, mais il faut faire semblant d'aimer. Si tu te laisses prendre au jeu, tu es fichu. Tu ne penses plus à toi, tu ne penses plus qu'à l'autre. Il avait juré à ma mère de m'épouser. Et maintenant, il va épouser sa cousine de Lemnos. Son père l'exige. Et maman est très fâchée, parce que je ne suis pas rentrée tout de suite. Puisqu'il ne m'épousait plus, je n'avais plus besoin de rester avec lui. Mais il n'y a pas de justice en amour. Tu la prends à tes dépens. Je voulais te demander si Gymnasie ne peut pas garder ma maison pendant ces 3 jours, le temps que j'aille voir ma mère. C'est long, 3 jours. Enfin, pour toi, qu'est-ce que je ne ferais pas? Si la fille est d'accord, je suis d'accord aussi. Vous êtes de bonnes amies, toutes les deux. Alors, ma petite chérie, pendant que je ne serai pas là, si jamais Alcessi Marc vient, ne te crois pas obligée de l'engueuler. Quoi qu'il m'ait fait, je l'aime toujours. Ne lui dis rien de méchant. Et si tu as besoin de la moindre chose, tu prends, hein, tu es chez toi. Tu me fais pleurer, tiens. Bonne chance, et à bientôt. Je m'en vais. Arrange-toi un peu. Tu ne vas pas t'en aller comme ça. Tu sais, quand on est malheureuse, quoi qu'on fasse, ça se voit toujours. Relève ta robe, au moins, elle traîne. Elle fait comme moi. Comme tu veux. À bientôt. Porte-toi bien. Si je pouvais. Adieu. Elle a l'air bien prise, tu ne trouves pas? Elle est folle. Bon, tu n'as pas besoin de moi? Je peux m'installer ici? Vas-y. Je ne te le répéterai jamais assez. Fais l'amour, mais ne tombe pas amoureuse. N'aie pas peur. Je le souhaite. Moi aussi. Vous voyez que nous sommes en pleine imitation de Ménandre, bien que le milieu soit plus romain que grec. Les personnages sont d'une intelligence morale et intellectuelle qui n'est pas pour nous surprendre, mais ils sont vivants, tendres, tout à fait quotidiens. Ce n'est pas le Plaute que vous avez l'habitude d'entendre, le truculent. Si nous en avons le temps, je ne demande pas mieux que nous le retrouvions tout à l'heure, mais ce n'est évidemment pas le soldat fanfaron qui vous réservera des surprises. La surprise peut venir des personnages de femmes. On est étonné, quand on relit cette œuvre de bout en bout, de la diversité et de la vie que Plaute a su leur donner. Dans Ménandre, dans ce qui nous en reste du moins, aussi bien que dans Thérence, les femmes jouent un rôle effacé, même quand elles paraissent assez importantes, comme c'est le cas par exemple dans la fille aux cheveux coupés de Ménandre ou dans la belle-mère de Thérence, leur caractère reste très fade. Il y a aussi une mérétrix dans la belle-mère. Elle est un élément déterminant de la comédie, mais quelle insignifiance auprès des filles comme les 2 Bacchis par exemple. C'est une pièce peu connue. Et elle est une des plus amusantes, je dirais même une des plus spirituelles de Plaute. C'est ici que vous allez voir des personnages de femmes hauts en couleur. Aucune explication préalable n'est nécessaire, c'est le lever du rideau. On annonce Bacchis 1 et Bacchis 2, Mérétrices, et Pistoclérus, adolescence. Vous pouvez traduire vous-même. Je crois qu'il vaut mieux que tu ne dises rien. C'est moi qui vais parler. Si tu veux. Si j'oublie quelque chose, tu viendras à mon secours, hein, ma cocotte. Si tu te perds, j'ai bien peur de me perdre encore plus que toi. Oh, je suis tranquille. Le rossignol se taira avant toi. Elle est bien folle. Comment se portent les 2 charmantes filles qui ont le même âge et le même prénom?
Que murmure-t-on là dans les coins? Rien de mal, sois tranquille. Rien de mal, tu m'étonnes, ça doit être la première fois. On n'attend pas cela de ces demoiselles. Oh, les femmes sont bien à plaindre. C'est bien leur faute. Non, tu vas comprendre. Cette petite voudrait que je lui trouve quelqu'un. Oui, que je lui trouve un homme, quoi, qui la protège du militaire qu'il a loué, de façon à rentrer ensemble à la maison, sitôt que le bail sera terminé. Tu comprends? Tu serais un amour si tu étais cet homme-là. Comment veux-tu que je fasse? Tu la ramènes chez elle quand elle a rempli ses obligations. Sans ça, le militaire va la garder comme domestique. Tu ne saisis pas? Ah, évidemment. Si elle avait de l'argent, elle se rachèterait, ce serait encore mieux. Où est-il en ce moment, cet homme-là? Tu vas le voir dans un instant, mais si tu veux qu'on discute, on sera mieux chez nous. Tu pourras t'asseoir en l'attendant, tu boiras avec nous. Et si ça te fait plaisir, on pourra s'amuser un peu. Tu veux? Foi, tes paroles me collent aux pattes. Oh, pas possible. Tu penses bien que je ne suis pas dupe de ton manège. Vous me prenez pour un pigeon et vous vous mettez deux pour me plumer les ailes. Je crois pas qu'il soit avantageux pour moi de me prêter au jeu, ma bonne dame. Oh, qu'est-ce qui te préoccupe, mon chéri? Je me méfie des bacchantes, Bacchis et de leur bacchanal. Oh, c'est amusant. Tu as peur des filles à ton âge. Et mon lit ne te mangera pas. À moins que tu veuilles garder ta vertu pour le reste de tes jours. Oh, j'ai moins peur de me perdre dans ton lit qu'en toi. Oh. Tu dois être un animal redoutable. Et à mon âge, on n'a rien à faire chez les filles. Rien, vraiment. Non, rien du tout. C'est surtout dommage pour toi. D'ailleurs, je sais pas comment on fait. Oh, que cela ne tienne, tu me connais mal. Si tu voulais faire une bêtise, je serais la première à t'en empêcher. Non, ce que j'en dis, c'est à cause du militaire, comprends-tu? Si tu es là, le militaire n'osera pas élever la voix. Tu es un homme tout de même, j'espère, tu peux nous défendre. Tu rendras service à ton camarade en même temps. Le militaire croira que je suis avec toi, il ne dira plus rien. Et alors? Eh ben, tu ne dis plus rien non plus, mon chéri. Oui, c'est très joli à entendre tout ça, mais quand on y est, on peut plus se dépêtrer. J'ai tout à y perdre. Ma santé, ma fortune, la paix de mon cœur et ma réputation. Voilà ce qui arrive quand on va avec les mauvaises femmes. Oh, c'est d'elle que tu parles? Quand un jeune homme de bonne famille pénètre sur un terrain de jeu comme celui-ci, en fait sueur, il ne trouve que la honte, en fait lancer du disque, il y perd son argent, et la course qui s'offre à lui est celle du déshonneur. Mon Dieu, qu'il parle bien. Je me vois d'ici, sabre au clair, un bidet sur le crâne, une guirlande autour du cou, une couverture pour cuirasse, tes fesses comme bouclier et ton lit pour monture. Merci bien, garde ça pour toi. Évidemment, il n'est pas encore tout à fait mûr pour l'amour. Ne t'occupe pas. Faudra tout lui apprendre. Tu veux que je te donne des leçons? Ah non, ça me coûterait trop cher. Ouais, les premières seront pour rien. Écoute, tu as juste à faire semblant de m'aimer. Qu'est-ce que tu appelles faire semblant? Faire semblant d'être amoureux ou faire semblant de faire l'amour? Bon, vas-y franchement, j'aime autant ça, c'est tellement plus naturel. Alors, dès que le militaire arrive, tu y vas? Pourquoi veux-tu que je le fasse devant lui? Pour qu'il te voie, ballot, c'est ça que je veux, je sais où je vais. J'ai peur de savoir où je vais aussi. Et encore une question. Je t'écoute. Si une bande de noceurs débarque chez toi subitement, pour manger ou pour boire ou pour n'importe quoi, je suppose que ce serait pas la première fois, qu'est-ce que je fais, moi? Où me mets-tu? À côté de moi, mon chéri, le joli garçon couché près de la jolie fille. D'ailleurs, tu as tes entrées chez nous quand tu veux. Aussitôt que tu as envie d'être bien, mon petit bouton de rose, tu me dis. Et tout de suite, je fais ce qu'il faut. Oh, la rivière coule vite ici, il n'est pas prudent de traverser. Il faudra bien que tu perdes quelque chose dans la rivière, charmant puceau. Allez, donne-moi la main, je vais t'aider. Non, pour rien au monde. Oh, ça te reprend. Il faudra bien que tu commences un jour. Non, il n'y a pas de tentation plus terrible pour un jeune homme rangé. La nuit, une femme, du vin qui... Oh, va-t'en, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ce que j'en disais, c'était pour ton plaisir à toi, pas à moi. Allez, va. Ma sœur partira avec son militaire et toi tu retourneras chez ta mère si c'est ça qui te chante. Non, je suis vraiment à rien du tout. Je suis incapable de me maîtriser. T'as encore peur de quelque chose? Non, ce sont des bêtises, je me parle à moi-même. Allons, je suis à tes pieds. Femelle trop aimable. Fais de moi ce que tu veux. Regarde comme il est gentil. Merci, mon chéri. Ce que je voudrais que tu fasses, tu vas voir, c'est pas difficile. Ma sœur vient d'arriver. Je voudrais lui offrir un bon dîner. Je vais te donner de l'argent et tu vas t'occuper de faire un menu soigné. Mais alors, quelque chose de superbe. Je te donne tout l'argent nécessaire. Mais tu vas rien payer du tout, pour qui me prends-tu? Tu m'invites chez toi, à ta table, dans ton lit, et puis encore, ce serait toi qui payes? Rien du tout. C'est moi qui t'ai fait venir. Je n'accepterai pas une obole de toi. Laisse-moi faire, je t'en prie. Laisse-le faire, va, si c'est son plaisir. Bon, si tu y tiens, mais fais vite, mon amour. J'ai trop peur d'être privé de toi pour m'attarder. C'est gentil de me recevoir comme ça, ma petite sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est dehors, tu peux parler. Il me semble que tu as pêché un bon poisson aujourd'hui dans ta rivière, pour parler comme Pistoclérus. Ça, je crois que je le tiens bien. Ah, maintenant, ma cocotte, il va falloir s'occuper de ton amoureux. Si Mnésiloque n'a pas le sou, il faudra chercher ailleurs pour payer le militaire. J'aimerais bien, mais je pense que tu as ton idée. Oui, en fait de bourse, je crois que j'ai là de quoi puiser. Je crois que ton eau est chaude si tu veux te baigner. Je crois qu'après une traversée comme celle que tu viens de faire, ça te fera une détente. Chut, j'entends du bruit, c'est lui qui revient, je m'en vais. Viens si tu ne veux pas te baigner, repose-toi dans mon lit. La pièce continue par la rencontre burlesque du précepteur, soudain épouvanté de voir son jeune élève aux prises avec des filles.
Il s'efforce de lui faire de la morale, mais Pistoclérus est déjà embarqué. Il revient en habit de fête, accompagné de musiciens, de cuisiniers. Visiblement, il est décidé à faire bien les choses. Tout ce qu'il concède au précepteur est de lui offrir de l'accompagner chez ces dames, ce qui provoque la fuite éperdue du représentant de l'ordre. Nous nous sommes arrêtés avant cette scène parce que sa durée nous aurait entraîné trop loin, et puis aussi parce qu'il semble que notre sujet se soit circonscrit de lui-même. Les femmes dans le théâtre de Plaute. Le sujet ne présenterait pas grand intérêt dans Thérence, il n'en présenterait aucun dans Ménandre. Chose curieuse et peu observée, c'est une matière très riche dans Plaute. Nous venons d'en rencontrer quelques spécimens, des purs et des impurs, pour employer le vocabulaire du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas fini. Mais dès à présent, une remarque vient à l'esprit. La fréquentation des œuvres de l'Antiquité grecque et latine, et sans doute aussi de tout autre, laisse l'impression que les femmes dans la société antique ne jouent aucun rôle, à moins d'être des filles richement entretenues. Non que la société ne leur accorde aucune place aux femmes honnêtes, et la société romaine en particulier nous offre plus d'un exemple d'une mère ou d'une épouse sublime, mais enfin, les portraits qui nous restent font peu de cas de leur vie intérieure, de leur personnalité. Tranchons le mot, la comédie ne nous propose guère que des filles niaises et intéressées. Vous avez entendu Plaute lui-même, où as-tu pris que les femmes ont un cœur? Il n'y a que chez les enfants de rois que la situation pouvait être différente, d'où la rareté et la spécificité des personnages tragiques. Eh bien, Plaute nous invite à regarder les choses d'un autre œil. La malice habite quelques-unes de ces femmes du peuple. Elles ne sont pas simplement des proies au désir de l'homme, elles existent, elles ont des sentiments personnels, elles peuvent être amoureuses, et pas seulement par leur corps, elles souffrent de vraies peines d'amour. Et c'est pas cela, bien sûr, que l'on va généralement chercher chez Plaute. On l'a une bonne fois identifié à la grosse farce. Eh bien, écoutez cette scène, extraite d'une comédie charmante et peu jouée, peut-être justement parce qu'elle ne correspond pas à l'idée toute faite qu'on a de son auteur, qui s'appelle Curculio, le Charançon. Remarquez la résonance curieusement moderne de ce dialogue d'amoureux. Ah, ça va mieux. Alors tu sais, Vénus, je veux bien t'en donner un petit peu comme offrande, mais je me demande pourquoi. Les amoureux, je comprends, ils boivent à la santé de leur maîtresse, ils attendent quelque chose de toi. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'attende encore à mon âge? Oh, patron, regardez-moi cette salope, elle est bourrée jusqu'au trou de nez. Ah, tais-toi, je suis perdu. Et que veux-tu que je lui dise? Ah ben justement ça, dites-lui que vous êtes perdu. Ah, va te promener, tu es trop bête. Vous feriez mieux de dire ça à la vieille. Ah, ça va vraiment mieux. Encore un petit coup, et je pourrais remercier dignement le brave homme qui a laissé traîner sa carafe à ma porte. Alors, t'es content? Oh, tu parles. Et toi? Moi, je serais surtout content si je pouvais te faire un trou au ventre pour faire couler ce que tu as de trop. Oh, c'est pas la peine. J'en ai d'autres qui feront ça tout seuls. Laisse-la tranquille, je te défends de tourmenter cette femme. Bon, je dis plus rien. Et alors, je lui parle? Pour lui dire quoi? Que je suis perdu. Ah, tout de même. Dis, la vieille, Ouais. écoute-moi, je voudrais que tu saches quelque chose. Je suis triste à mourir. Pas possible. Si, si. Oh, et moi qui vais si bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui te rend malheureux, mon garçon? Je n'ai pas ce que j'aime. Ce que tu aimes, mon petit Fédrome? Mais c'est facile. Allez, donne-moi à boire, et je te l'amène. Et je ne m'occupe plus de toi. Et tu feras ce que tu veux avec elle. Oh, Léna, si tu tiens à ta promesse, j'élève une vigne d'or à ta mémoire. Ouais, j'aime mieux une vraie à la mémoire de mon gosier. Tu crois qu'elle est partie la chercher? Qui ça? Ma planésion. J'en sais rien. Ah, si tu savais. Il n'y aura pas au monde d'homme plus heureux que moi à la minute où tu la verras paraître. Méfiez-vous, un amant sans le sou se prépare des soucis. Mais rassure-toi, j'ai tout prévu. Curculio sera là ce soir avec beaucoup d'argent. Attendez de la voir pour y croire. Vous risquez bien des mécomptes. Oh, rien à craindre. Je vais jeter un sort sur le seuil de sa porte. Si cela vous fait plaisir, ce n'est pas à moi de vous en empêcher. Mais ne dites pas plus tard que je vous y ai encouragé. Car je vous vois si différent de ce que vous étiez. Oh, je ne vous reconnais plus. Vous si économe et puis si pudibond. Trop dur verrou de cette tendre porte, que j'ai de joie à m'incliner devant vous. Je vous fais confident de mon amour, de mes intentions, de mes désirs et de mon impatience. Soyez bon pour moi. Ne vous montrez pas trop dur. Soyez souple, au contraire, et léger comme des danseurs. Quittez cette porte. Envolez-vous. Laissez-la glisser toute seule pour laisser paraître celle que j'aime et qui est toute ma vie. Mais
Mais regarde, ils dorment, ces vauriens de verrou. Tu crois qu'ils glisseraient d'un pouce pour me faire plaisir, hein? Ben, ils s'en moquent bien de me faire plaisir. Oh, chut, chut, chut. Quoi, vous trouvez que c'est moi qui parle? Non, mais tais-toi, j'entends du bruit. On dirait des verrous qui glissent. Doucement, ma fille, doucement. Attention à la porte, elle craque des jointures. Ah, j'aime mieux te le dire tout de suite, il vaut mieux que ton maître ne sache pas pourquoi nous sommes ici. Attends, je vais mettre un peu d'eau sur les gonds. Palinure. Mais qui est ce maître? Vous ne croyez pas que Planésion est la fille d'un consul? Elle a son léno, qui ne va pas vous la vendre pour rien. Regardez la vieille, là. Elle se trompe pas de carafe, elle est la flotte pour la porte et le picrate pour sa pomme. Restez là. Où êtes-vous? Vous qui m'avez attiré ici par tant de promesses d'amour. Je suis venue pour vous écouter. Si de là où vous êtes, vous pouvez m'entendre. Je vous attendais. Oh, ce serait vouloir mon propre malheur que de partir, car je n'ai pas d'autre plaisir que vous, miel de mon âme. Oh, pourquoi restez-vous si loin, mon cher cœur? Est-ce ainsi qu'on fait quand on aime? Oh, Palinure, Palinure. C'est à elle qu'il faut parler. Pourquoi répétez-vous mon nom? Elle est adorable. Trop, peut-être. Un dieu n'est pas plus heureux que moi. Un dieu, je ne dis pas, mais pour un homme, vous y prenez mal. Oh, qu'a-t-on jamais vu? Que peut-on voir de plus divin que ce visage, que ce corps? Oui, je ne sais pas ce que vous voyez, mais moi, je vous vois mal parti. Non, tu ne sais pas ce que tu dis. Mais enfin, allez-y. C'est quand même du vice de rester ainsi comme une potiche devant une femme qu'on aime et qui vous aime par-dessus le marché. Si vous ne profitez pas de ses bonnes dispositions, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Oh, il a raison, vous savez. Il n'y a rien au monde que je désire autant que vous. Alors, prenez-moi dans vos bras. Je vous permets de m'embrasser. Ah, que c'est bon de vivre. Vous êtes ma raison de vivre. Oh, maudit soit ton maître qui nous oblige à nous aimer en secret. De qui parles-tu, mon chéri? Qui nous empêche de nous aimer toute la vie? Oh, monsieur n'a pas raison. On ne m'enlèvera pas ça de la tête. Être amoureux, c'est merveilleux, mais il faut être raisonnable. Trop, c'est trop. Hein? Il n'a plus la tête sur les épaules. Au point où il en est, c'est de la folie pure. Que les rois se gorgent de leur pouvoir et les riches de leur luxe. Que m'importe leur gloire et leurs exploits. Que m'importe leur combat ou leur guerre. Du moment qu'ils ne veulent pas ce que j'ai, que chacun fasse ce qui lui plaît. Dites, monsieur, avez-vous fait le vœu de parler d'amour toute la nuit? L'aube n'est pas loin et... Ah, tais-toi, tu me déranges. Mais monsieur, il est temps d'aller se coucher. Mais je t'ai dit de te taire. Parce que si vous couchez ici, je vous demanderai la permission de m'en aller. Mais tu ne vois pas que je dors, que je rêve? Ne fais pas de bruit. Je voudrais bien que ce ne soit qu'un rêve. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, mademoiselle, pour que vous le mettiez dans un état pareil? Tu serais content, toi, si on t'enlevait le pain de la bouche pendant que tu le manges? Il n'y a rien à faire, ils sont aussi mordus l'un que l'autre. Regardez-les, les malheureux. Oh, ils s'en donnent. Ils n'ont pas encore assez de s'embrasser. Vous n'avez pas fini? Oh, on ne peut jamais être tranquille. Oh, pour une fois que je suis avec un homme qui me plaît, il faut qu'il y ait un trouble fait. Comment c'est moi? Oh, quel culot! Avec ses yeux de chouette et son petit air éméché, c'est elle qui m'appelle trouble faite. Ce n'est pas ordinaire. Tu oses injurier cet enfant devant moi? Un vaurien tout juste bon à mourir sous les verges et qui se permet des appréciations sur les amis de son maître? Oh, tu seras fouetté pour la peine, pour t'apprendre à modérer tes expressions. Grossier personnage. Oh, Vénus du soir, au secours! Mais tu insistes! Oh, laisse-le, mon chéri. Oh, laisse-le, c'est une pierre que ce cœur-là, tu vas t'abîmer la main. Oh, occupe-toi de moi. Oh, c'est un scandale, une honte! Frapper un homme qui vous fait du bien, et tout ça pour une fille qui est une gourde! Quand il aura couché avec elle, il sera bien avancé. Mon Dieu, un garçon si bien élevé, se conduire de cette manière. Ouais, le jour où tu auras trouvé un amoureux raisonnable, je te le paie son poids d'or. Moi, je me vends pour de l'oricalque, si je trouve un maître qui ait son bon sens. Va, bonheur de mon regard. Va, la nuit va finir. Oh, j'entends le bruit des portes et des serrures. Oh, le gardien du temple va bientôt ouvrir. Oh, pendant combien de temps faudra-t-il cacher notre amour? N'aie pas peur. J'ai envoyé chercher mon argent en Carie. Il sera ici tout à l'heure. Tu n'as pas été bien pressé? Non, je jure qu'avant 3 jours, tu auras quitté cette maison et tu seras libre. Que la déesse de l'amour m'abandonne si je mens. Puisses-tu tenir parole? Embrasse-moi encore. Ah, bon Dieu. On me donnerait le monde contre ce baiser que je dirais non. Alors, recommence. Ah, mon amour, c'est moi qui suis moins libre que toi maintenant. Quand te reverrai-je? C'est à toi de répondre.
Quand je serai libre, je serai à toi. Oh, si tu m'aimes, il faut que tu m'arraches à mon maître. Ne me demande pas quand tu vas me revoir. Fais ce qu'il faut pour que nous ne nous quittions plus. À bientôt, mon chéri. Et comment? Elle s'en va? Le jour est levé. Oh, je suis anéanti. Et moi ivre de coups et de sommeil. Allons nous coucher. Oh. Cette scène, toute de sensibilité, nous permet de mesurer le chemin parcouru dans la civilisation de l'homme moyen. Certes, si on arrête par malheur son esprit au postulat et à la psychologie morale de nos succès de boulevard, il y a de quoi être navré. Le néant littéraire le dispute à l'indigence mentale, sans parler d'une bassesse de sentiments dont on se demande comment un public averti peut s'en divertir, tant cette peinture dégrade l'image même la plus modeste de ce que peuvent être nos contemporains. Il n'est pas vrai que l'homme d'aujourd'hui soit réduit aux pantalonnades de tel ou tel auteur que je ne veux pas nommer. Il vaut bien mieux que cela. Il ne peut pas se reconnaître dans ces caricatures grossières, vulgaires et dérisoires. J'ai peur qu'on ne puisse en dire autant des contemporains de Plaute. Le génie littéraire du poète comique donne crédit à ses peintures. Il me semble que le comique dans ses œuvres consiste à dénaturer, à caricaturer des êtres vivants pour en faire des marionnettes de comédie. C'est de leur situation même que naît le ridicule. On croit, comme vous savez, que Plaute était de condition servile, assez modeste. Ce sont les petites gens qu'il fréquente. C'est pour eux qu'il écrit. Les maîtres même ont l'air de petits commerçants. Les fils sont avec les esclaves des rapports qui seraient intéressants à étudier pour leur familiarité et leur cordialité. Car les mœurs de la République, passées pour austères et rudes, on nous a enseigné que la condition des esclaves était soumise au bon plaisir de l'acheteur, qui pouvait les revendre à qui bon lui semblait, qui avait même droit de vie et de mort sur eux. Les poètes nous donnent l'occasion de comparer la théorie à la pratique. Voici une courte scène du Mercator. Je ne vous la donne pas pour la plus considérable de Plaute, mais elle va nous montrer comment la chose pouvait se manifester dans la vie courante. Il s'agit d'un homme mûr, on le qualifie de Sénex dans la pièce, mais ne nous frappons pas trop, on était vieux de bonne heure. Il s'appelle Lysimaque, qui, pour faire plaisir à son ami Démiphon, est allé acheter une ravissante créature dont il est tombé amoureux. En réalité, la ravissante créature, c'est la maîtresse du fils de Démiphon, Carinos, qui l'a ramené d'un voyage à Rhodes. Et, ayant un peu peur de son père, il a laissé la fille sur son bateau en attendant que la famille soit préparée à la surprise. L'empressement du père a tout gâché, il est allé au port, il a vu la belle, et il est tombé à son tour amoureux. Bref, il est devenu le rival de son fils. Je vous passe ces incidents secondaires pour comprendre la scène. Il vous suffit de savoir que pour être sûr de rouler son fils et pour que son épouse n'ait pas de soupçon, Démiphon a demandé à Lysimaque d'acheter la fille à sa place, de la cacher dans sa maison en attendant qu'il ait arrangé ses affaires. Nous assistons à l'arrivée de Lysimaque. Il traîne par la main la jolie acquisition. La fille s'appelle Pasicomsa. Je n'y peux rien. C'est Plaute qui l'a baptisée, et je m'emprête d'ajouter que ce nom ne signifie pas du tout la même chose en grec et en français. Il signifie quelque chose comme gentil pour tout le monde et un peu maniéré. Au reste, elle est tout de même un peu gourde, par-ci comme ça, comme vous allez vous en rendre compte. Ah, je suis content d'avoir rendu service à mon ami. J'ai fait, ma foi, une replète dont je suis assez fier. N'est pas pour moi, malheureusement. Alors, voilà. Tu es mon bien, maintenant. Tu n'as plus qu'à me suivre à la maison. Tu pleures? Alors. Pourquoi pleures-tu? Comment t'appelles-tu? Pas si comme ça. Pas si comme ça. Tiens, nous devrions nous entendre. Pourquoi pleures-tu? Oh, tu es bête. Tu vas abîmer ces beaux yeux-là. Tu devrais être contente de ce qui t'arrive. Non? Tu pleures encore? Oh, je t'assure que moi, si j'étais à ta place, je me trouverais pas mal tombé. Je peux vous demander quelque chose, monsieur? Tout ce que tu veux. Enfin... Pourquoi m'avez-vous acheté? Pourquoi je t'ai acheté? Oui. Pourquoi avez-vous mis si cher pour m'avoir? Pourquoi j'ai mis si cher pour t'avoir? Oui. Mais pour que tu fasses mes volontés et pour que je fasse les tiennes. Ah, je ferai de mon mieux, c'est certain, pour faire tout ce que vous me dites. J'essaierai de vous faire plaisir. Oui, on ne t'imposera d'ailleurs aucune tâche pénible. Oui, mais justement, j'allais vous le dire, on ne m'a jamais appris à porter des charges. Je n'ai même jamais porté de paquet. On ne te commandera rien de pareil, sois tranquille. Je ne sais pas non plus m'occuper des bêtes.
Mais ça ne fait rien. Ne me demandez pas non plus de donner le sein à un bébé. Je n'ai pas de lait. Et j'aimerais mieux ne pas m'abîmer la poitrine. Mais garde-t'en bien, mon enfant. Oh, mais préserve ce trésor. Si tu montres un peu de complaisance, tu seras la plus heureuse des filles ici. Alors qu'attendez-vous de moi? Rien, presque rien, quoi, tu verras. Oh, je suis malheureuse. Alors, par exemple, mais pourquoi es-tu malheureuse? Dans mon pays, c'est aux femmes de mauvaise vie qu'on promet ces choses-là. C'est comme si tu me disais qu'il n'y a pas de femmes honnêtes. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on promet toujours? Ce n'est pas cela ce que je veux dire. Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne sais pas, mais je sais ce que j'ai vu à Rhodes. Quelle sagesse, grand Dieu. Je vais te demander quelque chose. Je verrai si je peux répondre. C'est ta beauté qui t'a valu ton nom? Je ne sais pas. C'est ma mère. Écoute-moi, pas si comme ça. Est-ce que, en cas de besoin, tu serais capable de filer au fuseau un fil très fin? Oui, cela je l'ai appris. Ouais, si tu t'en tires avec un fil très fin, ça doit être un jeu avec un fil plus gros. Au travail de la laine, je ne crains pas de rival. Très bien, très bien, très bien. Tout ça est d'une bonne fille. Tu es raisonnable pour ton âge. Tu sais bien ce que tu sais. Tu as tout juste l'âge qu'il faut. Eh ben, c'est parfait. J'ai toujours été une bonne élève. Personne ne peut dire le contraire. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Personne ne dit le contraire, ma colombe. Tu es la fileuse idéale de la laine que j'ai sous la main. Un beau mouton de 60 ans. Si tu sais très bien filer, ta fortune est faite. Mais c'est un très vieux mouton, monsieur. Oh, c'est une brave bête. Elle est grecque d'origine. Si tu es gentille avec elle, tu verras, elle est très facile à tondre, presque trop. Je ferai de mon mieux puisque c'est vous qui me le demandez. Vous m'avez acheté pour que j'obéisse. Si c'est un cadeau, je vous en remercie. Non, n'embrouillons pas les choses. C'est moi qui suis allé t'acquérir, mais ce n'est pas pour moi. Je ne comprends pas. C'est pour le mouton? Tu sais où tu devais aller quand tu as débarqué. Entre-temps, tu as été revendu sans le savoir. Et moi, je t'ai racheté pour te ramener à la maison où tu devais aller. Quelle joie! Vous me rendez à mon maître? Non, je n'ai servi que d'intermédiaire. Vous me rendez la vie si mon amant ne m'a pas oublié. Il n'a pas l'air de vouloir t'oublier. Si tu sais t'y prendre, tu seras affranchi avant 6 mois. Il est complètement fou depuis qu'il t'a vu. C'est prodigieux la transformation que l'amour peut opérer en quelques heures. Ce matin, il ne t'avait jamais vu, et ce soir, il meurt d'amour. Ce matin? Mais voilà 2 ans que nous vivons ensemble. C'est possible? Un homme qui avait l'air si bien? Vous avez l'air d'être un brave homme et de vous intéresser à moi. J'aime mieux vous en faire l'aveu. 2 ans? Tu vis avec lui depuis 2 ans? Mais oui. Nous nous sommes jurés, lui et moi, de ne jamais aller, moi avec un autre homme, lui avec une autre femme. Excepté lui avec moi et moi avec lui. Qu'est-ce que tu m'apprends là? Il ne couchait même plus avec sa femme? Avec sa femme? Ne me dites pas qu'il est marié. Il m'a juré de ne jamais prendre d'autres femmes que moi. S'il a juré cela, il a fait un faux serment. Il a menti. Oh, que c'est bête, grand Dieu, que c'est bête. Il n'y a pas de garçon qui me plaise autant que lui. Ah oui, tu es vraiment très bête. Tu appelles ça un garçon? Si tu veux dire qu'il retombe en enfance, passe encore. À moins que tu considères comme un jeune homme quelqu'un qui n'a perdu toutes ses dents que depuis 2 ou 3 ans. Ses dents? Que voulez-vous dire? Rien. J'ai l'impression que quelqu'un va avoir une surprise de taille. Écoute, viens avec moi. Je n'y comprends plus rien. Il m'a dit de t'acheter en son nom et de te garder chez moi 1 jour ou 2 en attendant qu'il ait arrangé ses affaires. Moi, ça ne me dérange pas. Ma femme est justement à la campagne pour la fin de la semaine. Ben, viens avec moi. Viens avec moi. Il a toujours fallu s'accommoder de la vie, n'est-ce pas? Et la dureté des mœurs ne peut empêcher les aventures et mes aventures quotidiennes de mettre bien du liant dans les règles et dans les lois. Revenons pour finir, si vous le voulez bien, à un type de femme à la fois plus brillant et moins inoffensif. Les 2 sœurs Bacchis que nous avons vues tout à l'heure, entauler proprement un jeune garçon sans défense, ne sont pas restées inactives. Après 1000 péripéties, chacune d'elles s'est débarrassée, l'une de son léno, l'autre de son militaire, et elles comptent bien plumer leurs jeunes amants à leur profit.
Il y aurait certainement quelque chose à étudier dans cette relation constante que la comédie antique établit entre le léno et le militaire. Tout se passe comme si dans la pratique le militaire était le meilleur client du léno, comme s'il était le seul à pouvoir s'offrir les femmes chères qu'on trouvait sur le marché. Il est trop tard pour épiloguer sur ce point, c'est un autre sujet d'émission sur Plaute. Mais il signifie pour le moins que les militaires étaient grassement payés. Laissons cela pour aujourd'hui, puisque nous avons choisi de parler des femmes. Voyons leurs enfants pris à la glu, le père de Pistoclérus et le père de Mnésiloque, vous rappelez-vous encore ces deux noms-là, décident de mettre un terme à ces déportements et de signifier aux demoiselles leur congé. Voyons comme ils sont reçus. Le père de Pistoclérus s'appelle Philoxène, le père de Mnésiloque s'appelle Nicobule, ce n'est pas bien important, mais il vaut mieux que vous vous y reconnaissiez tout de suite dans les personnages. Oh, je ne sais quelle voix parvient à mon oreille, mais c'est sûrement une voix que je connais. Oh, mais est-ce possible? Le père de Mnésiloque, mon ami Nicobule. Mais oui, voici ton compagnon de douleur et d'infortune. Bonjour Philoxène. Bonjour Nicobule, comment va? Comme un malheureux que le sort accable. Et moi donc? Si quelqu'un peut se dire malheureux, accablé par le sort, c'est bien moi. C'est donc nous deux, une fois de plus. Ne nous est-il pas toujours arrivé les mêmes choses au même âge? Eh oui. Raconte-moi ce qui t'arrive. Oh, sûrement la même chose qu'à toi. Tu as des ennuis avec ton fils. Exactement. Le mien fait des siennes aussi. Mais moi, il n'y a pas que mon fils. L'excellent Chrysale, le valet modèle que tout le monde m'enviait, sur qui je finissais par m'attendrir moi-même, s'est mis de la partie pour nous perdre, mon fils et moi, et manger tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu me racontes avec ton fils et toi? Qu'est-ce donc qu'il a, ton fils? Tu veux le savoir? Écoute, il fait exactement comme le tien. Il se ruine avec des femmes. Comment? Qui? Tous les deux ensemble. Ils ont des maîtresses qui les ruinent et qui nous ruinent. Tous les deux? Tous les deux. Comment le sais-tu? Tu te croyais peut-être à l'abri. Non, je croyais au contraire ton fils plus sage que le mien. Eh bien, résigne-toi. Je les ai vus tous les deux. Alors, c'en est fait de moi. Je comptais sur Mnésiloque pour ramener à la raison mon nigaud de Pistoclérus. Il faudra faire cela nous-mêmes. Oh. N'aurions-nous pas dû aller depuis longtemps frapper à la porte de ce mauvais lieu et en faire sortir nos garçons de gré ou de force? Eh bien, allons-y. Bacchis! Oh, Bacchis! Ouvre-moi tout de suite si tu ne veux pas que je démolisse ta porte à coups de hache! Tu vois, Philoxène, il n'y a qu'à parler raison à ses filles, elles comprennent tout de suite. Quel est le malotru qui fait tout ce chahut à ma porte? On ne peut pas m'appeler poliment? Tu connais ces deux frères-là, toi, Bacchis? Pas du tout. C'est vous qui faites un bruit pareil? C'est lui et c'est moi. Tu comprends quelque chose, toi, ma chérie? Qu'est-ce que c'est que ces brebis-là? Le berger a dû s'endormir, les brebis ont su en profiter pour faire une petite escapade. Elles ont bon air, toutes les deux, tu ne trouves pas? Elles doivent encore valoir quelque chose. Oui, mais j'ai l'impression qu'elles ont été tondues à ras il n'y a pas longtemps. Elles se foutent de nous, ma parole. Cause toujours, ce n'est pas fini. Crois-tu que ce soit une espèce qu'on peut tondre 3 fois l'an? Je ne sais pas, mais il y en a une des deux qui a déjà été tondue 2 fois aujourd'hui. Mais elle nous traite de brebis. C'est maintenant que tu t'en aperçois? Je me demandais de qui elle parlait. Elles ne sont pas jeunes, en tout cas. Ni très engageantes. Elles ont dû valoir quelque chose, je crois. Ouh, regarde-moi ces yeux. On dirait qu'ils veulent nous bouffer. Ils ont plutôt l'air bonasses, ces yeux. Un peu bêtes. Nous voilà bien arrangés. Nous aurions mieux fait de rester chez nous. On pourrait peut-être les inviter chez nous. Oh, tu crois que ça en vaut la peine? Qu'est-ce qu'on en fera? Il n'y a plus ni lait ni laine à en tirer. Laisse tomber, va. Il doit déjà y avoir du monde qui s'est payé sur eux. On les laisse sortir toutes seules, ces brebis-là. C'est pas bon signe. Regarde-les, elles ont perdu le troupeau et elles ne bêlent même pas. Elles sont bêtes et pas méchantes. Que veux-tu faire de cela? Comme tu veux, Bacchis. Alors rentrons. Doucement, mesdemoiselles. Les deux brebis ont affaire à vous. C'est extraordinaire. Tu as entendu, Bacchis? Des brebis qui parlent comme des hommes. Oui, j'ai entendu, Bacchis. Je n'avais jamais entendu une chose pareille, Bacchis. Eh bien, Bacchis et Bacchis, je ne sais pas laquelle de vous deux est Bacchis. Toutes les deux, ma brebis, toutes les deux. Mais les brebis vont vous administrer une correction comme vous n'en avez jamais eu, et qui laissera un souvenir dans les étables. De tout ce qui est à vous, ce sera probablement la seule chose que vous n'ayez pas volée. Moi, j'aime mieux voler, je te remercie. Si vraiment c'est une dette que tu as envers moi, je t'en fais cadeau. Les actes sont annulés, on ne te réclamera jamais rien. Je serais tout de même curieuse de savoir ce que nous vous avons fait à tous les deux pour que vous nous regardiez avec un air si menaçant. Parce que vous avez séquestré 2 agneaux à nous. Nous? On l'assure. Et il n'y a pas que les agneaux. Vous avez aussi un sale chien qui mord par en dessous, un sournois. Alors vous allez nous sortir tout ce monde-là et rendre gorge tout de suite.
Faute de quoi, les moutons pourraient bien se transformer en béliers, les béliers pourraient bien devenir enragés, et les béliers enragés pourraient bien vous rentrer dedans. Rendre gorge, Bacchis. Pouvons-nous donner ce qui nous est si précieux? Que nous restera-t-il si nous perdons notre gorge? Vous permettez que je dise un mot en particulier à ma sœur? Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Quoi? Elles s'en vont? Prends le vieux, là, celui qui ne dit rien. Il n'a pas l'air coriace. Arrange-toi avec lui gentiment, tu dois l'avoir par la douceur. Moi, je prends l'autre. Sa colère. Je m'en charge, elle sera vite calmée. Première chose, il faut qu'ils entrent. C'est bien pour te faire plaisir, tu sais. Coucher avec un mort, ce n'est pas appétissant. Tu feras appel aux ressources de ta technique, c'est le moment. Ne t'en fais pas. Si tu réussis de ton côté, je finirai bien par armer mon vieux territorial aussi. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien se raconter toutes les deux? Qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Je voudrais te confier quelque chose, mais je n'ose pas. Il y a encore des choses que tu n'oses pas dire? C'est vrai. À un ami comme toi, pourquoi le cacher? Je suis une vieille ganache. Ce n'est que ça. Je le sais depuis longtemps. Oh. Tu ne t'en aperçois qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te prend? Je suis mordu, Nicobule, à un point que tu ne peux pas savoir. Ces deux filles me font un effet. J'ai une épine dans le cœur. Une quoi? Oui. Eh bien, tu ferais mieux de porter ça moins haut. Écoute, Philoxène, ce n'est pas possible. Un homme sérieux comme toi, bon, il faut vraiment que je l'entende de ta bouche. Tu vois cette fille? Laquelle? Celle qui reste toute droite? Non, l'autre. Celle qui remue les fesses tout le temps, là? Oui, elle est assez de mon goût, cette femme. Mais c'est de la vache pourrie, vicieux que tu es. Qu'est-ce que tu veux? J'en ai envie. Tu en as envie, toi? Eh oui. Je n'ai plus tant de temps à vivre si je ne profite pas de mes dernières envies. Vieux cochon que tu es. Tu veux encore t'envoyer des filles à ton âge. Tu es culotté, tu sais. Encore une fois, si j'en ai envie, pourquoi me le refuser? Mais parce que c'est une honte chez un père de famille comme toi. Tu m'embêtes avec tes discours. Au fond, je suis calmé. Je n'en veux plus à mon fils. Et tu ferais bien de m'imiter. Ils sont amoureux, ces enfants. Ils ont bien raison. Allez, Bacchis, au travail. Elles reviennent, tes séductrices, tes pousses au vice. Tu vas pouvoir t'en donner. Alors, les poupées, vous nous les rendez, nos garçons? Et l'esclave aussi, naturellement. À qui parlez-vous, monsieur? Oh, je t'en prie. Est-ce que tu veux que je te botte les fesses? Veux-tu la laisser, espèce de voyou? Oh, voilà une façon de parler aux femmes. Elle te parle gentiment, cette petite, et tu te conduis comme un grossier. Nicobule, laisse-la. Nicobule, oh, c'est un joli nom. Victoire et sagesse. Avec un nom pareil, tu ne dois pas rencontrer de cruel. Alors, pourquoi une telle violence? Tu fais de moi ce que tu veux. Si tu veux me taper dessus, fais-le. Mais je te jure qu'il y a des choses beaucoup plus agréables à faire ensemble. Tu ne veux pas? Allez, mets tes mains là. Parfait. Un petit sourire. Juste pour me montrer que tu ne m'en veux plus. Eh là, dis donc, tu te réveilles. Pas tout de suite, comme ça, dans la rue. Moi, je veux bien être gentil avec toi, mais alors il faut que tu comprennes ton fils. Oh, c'est pas commode de te résister. C'est un lion, tu sais, Bacchis. Alors, tu ne vas pas nous courir après indéfiniment. Laisse ton fils en paix. Ah, ne me parle pas de mon fils, parce que, aussi vrai que je m'appelle Nicobule, toute belle fille que tu es, je te casse la figure. Tu peux. J'ai pas peur d'avoir mal si c'est toi qui me frappes. Est-ce que j'aurais encore besoin de ma figure? Tu sais parler aux hommes, toi. Je commence à ne plus me sentir très solide sur mes pattes. Je te plais? Bacchis, le mien, ça y est, on entre. Oh, ils ont raison. On serait tellement plus tranquille à la maison. Tu seras aussi bien là pour engueuler ton fils, tu ne trouves pas? Je t'ai déjà dit de laisser mon fils tranquille. Oh, allez, lâche-moi. Ah, mais c'est toi qui me tiens, mon coco. Alors, mon petit vieux gentil, veut pas faire plaisir à la dame? Je ne suis pas ton petit vieux. Tu n'es pas vieux? Non. Et tu vas t'en apercevoir. Ah, tant mieux. Et pas plus tard que tout de suite. Parfait. Allons à la maison tout de suite, alors. Le mien y est déjà. Et ravi d'y être. Je suis au ciel, Nicobule. Jamais je n'ai été aussi heureux d'obtenir ce que je demandais. Tu vois comme il est gentil et facile. C'est un plaisir. Ah, mais tu connais mes conditions. Je suis à toi, toute seule. C'est cela? Nous sommes tout à fait d'accord. Eh ben, vous n'avez pas traîné, vous autres. J'en ai déjà vu de drôles, tu sais, Philoxène. Mais des comme toi, jamais. Tu me dégoûtes. Mais qu'est-ce que tu veux? Laisse-le dire, il y viendra. Alors, tu ne te décides pas? Oh, qu'est-ce que tu veux? Que je fasse brûler tes parfums? Que je te prépare à manger? À boire? Non, c'est pas ça que tu aimes.
Tu veux des voluptéras? Ah, c'est... Ah, tiens, tu fais bien de me parler de gueuletons. Je les ai sur l'estomac, vos gueuletons. Je viens d'en avoir pour 400 philippes. Oui, c'est dans ma poche qu'ils ont pris de quoi payer mon cher fils Nésiloque et l'honnête serviteur Chrysale. Celui-ci, il ne paie rien pour attendre. Me rendrait-il au double ce qu'il m'a volé? Il mourra sur un gibet. Oh, à quoi bon te faire plus méchant que tu n'es? Tu dis des choses que tu ne penses pas. Je suis sûre que si on te rendait la moitié de ton argent, tu consentirais à tout oublier dans mes bras. Hein? Bien sûr, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Jamais de la vie. Fichez-moi la paix. J'aime mieux qu'on ne me rende rien du tout. Voilà, tu vois comme il est gentil. Et que je les punisse tous les deux. Tu es un imbécile. Et c'est toi que le ciel punira. Pour jouer à l'homme fort, il va tout perdre. On lui offre la moitié de son argent et une belle fille par-dessus. Et monsieur fait la petite bouche. Allons, viens avec nous. Bois un coup avec notre amie et couche-toi près d'elle. Tu seras 10 fois mieux qu'à gesticuler dans la rue. Quoi? Tu veux que j'aille faire la fête sur le lieu même où mon fils me ruine? Mais tu n'as aucune pudeur. Viens boire, je te dis. Bon, allons-y. Plongeons-nous dans la honte jusqu'au cou. Mais non, mon chéri, on ne te demande pas d'aller si loin. Puisque mon devoir de père de famille me commande d'échapper à la ruine, je me résigne. Et je fais ce qu'il faut. C'est très bien, mon chéri, tu verras que c'est très agréable. Tu retrouveras ton argent au milieu des plaisirs même où la plupart du temps les autres le perdent. Il en a de la chance, Nicobule. Dis-moi, si je vais chez toi, je vais retrouver mon fils. Mais puisque tout est arrangé. Quand vous serez couchés tous les deux, j'aurai l'air de quoi, moi? Mais comment tous les deux? Tous les trois? C'est lui qui regardera. C'est avec toi que je serai la plus gentille. On jouera ensemble, ce sera merveilleux, non? Il sera bien puni, ton fils. Alors c'est moi qui vais séduire la femme qui corrompt mon enfant. C'est ça, tu corrompras la jeunesse aussi, mon chéri. Allez, viens. Oh, c'est incompliqué, je te jure. Je ne sais plus où j'en suis, moi. J'y vais, je n'y vais pas. Tu réfléchis trop, mon chéri, tu es trop intelligent. Mais tu ne vois pas que le bonheur que tu te refuses, il ne reviendra peut-être jamais. Et c'est pas quand tu seras mort que tu pourras t'offrir à l'œil des belles filles comme moi. Alors, j'y vais? Mais bien sûr que tu y vas. J'ai envie, et quelque chose me dit que je n'ai pas raison. Tu n'as pas raison de quoi faire? De partager la responsabilité de tout ça avec mon fils et avec mon esclave. Et ils feront de moi ce qu'ils voudront. Et alors, c'est pas ton fils? D'où veux-tu qu'il tire l'argent qui lui est nécessaire si ce n'est pas de son père? Il est naturel d'aider son fils, non? Allez, dis-moi qu'on n'en parle plus et embrasse-moi. Ah, elle ne lâche pas le morceau. J'étais le plus décidé des hommes, et je vais céder là, bêtement parce que tu me le demandes. Et sans que j'ai rien eu de toi. Bah tes mains ne sont pas de ton avis. Bon, je m'avoue vaincu. Je ne vaux pas mieux que mon fils. Mais je te le mets sur la conscience. Oh, avec plaisir, mon chéri, je suis très contente de t'avoir débauché. Et je te promets que tu ne le regretteras pas. À condition que tu tiennes ta promesse, bien entendu. Je n'ai qu'une parole. Il est merveilleux. Allons, il est temps de rentrer et de nous mettre à table. Vos enfants vous attendent, messieurs. Notre mort, oui, c'est tout ce qu'ils attendent. Eh bien, montrez-leur que vous êtes encore bien vivants. Venez, vous allez voir ce que c'est qu'une fille consentante. Allons où vous voulez. Nous sommes à vos ordres. Hein, amis spectateurs? On les a bien possédés. Pour des pères qui voulaient rouler leur fils. Cette histoire devrait s'appeler « Ou la fuite des occasions ». Il siérait d'ajouter ici quelques réflexions obvies sur l'éternel féminin, sur la faiblesse des hommes et sur les vérités cruelles de la comédie, mais je crois que vous avez tiré vous-même la leçon que nous laisse Plaute par sa peinture des femmes qu'il a connues. Et d'ailleurs, l'heure est passée, je vous délivre. C'était Anthologie étrangère. Ce soir, Plaute, une émission composée par Jean Debert et réalisée par Georges Gravier, avec le concours par ordre d'entrée en onde de Pierre Mira, Raymond Jourdan, Daniel Vol, Dominique Laporte, Germaine Kerjean, Micheline Boudet, Janine Patrick, Jean-Laurent Cochet, Henri Poirier, Jean-Marie Ferté, Édith Loria, Pierre Bertin, Chantal Darget, Louis Seigné, Clément Béram. Assistante de production, Michel Thierry.